Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Shein, le géant chinois de la mode, vient de franchir l'ultime ligne rouge, mais ce scandale n'est que la partie émergée d'un système capitaliste où le profit justifie tout, même l'impensable. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 4 novembre et depuis quelques jours, un nouveau scandale secoue Shein. Vous savez, Shein, c'est ce magasin géant du web où on trouve absolument tout, vêtements, déco, gadgets, chaussures, bijoux et surtout à des prix défiant toute concurrence. Chaque jour, près de 10 000 nouveaux produits estampillés Made in China débarquent sur le site. C'est ce qu'on appelle l'ultra fast fashion ou en bon français, la mode ultra éphémère. Et au milieu de cette avalanche d'articles bon marché, la répression des fraudes a découvert l'impensable, des poupées sexuelles à l'apparence d'enfants. L'objet est tout bonnement sordide, une poupée de 80 cm tenant un ourson en peluche dans les bras. Et la description du produit révèle sans détour sa fonction. Face à cette horreur, la justice a évidemment été saisie, c'était ce week-end. Et dans la journée de lundi, la plateforme asiatique a expliqué avoir mis en place une interdiction totale de ce type de marchandises et avoir temporairement déréférencé sa catégorie produits pour adultes. Mais évidemment, l'affaire ne s'arrête pas là et elle fait scandale en France. Le gouvernement est sur les dents, surtout qu'en y regardant bien, Shein n'est pas le seul revendeur de ces objets parfaitement illégaux. Des objets similaires ont été repérés sur des sites bien connus comme AliExpress, eBay ou encore Vinted. Et en 2022, Amazon avait déjà été mis en cause dans une affaire absolument similaire en France. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, veut la transparence des plateformes de e-commerce. Elle exige de connaître l'identité des fournisseurs ainsi que celle des acheteurs de ces poupées sur notre territoire. Ce sont des objets pédocriminels sur lesquels des prédateurs s'entraînent malheureusement parfois avant de passer à des sévices sur des enfants. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que, au contraire, l'ensemble des plateformes, parce que là, on parle de Chine, de AliExpress, mais en réalité, les autres sont pas beaucoup mieux. C'est qu'elles vérifient tous si elles ont ou pas ces objets. D'ailleurs, nous avons lancé un certain nombre d'enquêtes en cours. De 2, qu'elles aillent jusqu'à la transmission des informations sur leurs fournisseurs. Et de 3, il y a bien des consommateurs. Il y a bien des hommes qui ont acheté ces poupées sur notre territoire en France. Et donc, la question qui se pose, c'est jusqu'où on va. La justice est saisie. Moi, je souhaite, pour cette fois-ci, pour protéger les enfants, parce qu'on sait à quel point la détention d'images pédocriminelles fait malheureusement passer à l'acte et c'est condamné dans notre pays, et bien que la détention d'objets pédocriminels engage les mêmes responsabilités. Mon combat, il est là, puisque quand vous faites les achats d'objets aussi ignobles que ça, ou quand vous détenez des images pédocriminelles, alors oui, il y a un risque absolument accru de passer à l'acte, et donc les enfants qui sont dans les environs ou aux alentours ont vocation à être protégés. Pour l'avocate de la Fondation pour l'enfance, Cécile Astolf, c'est une nécessité absolue de remonter jusqu'aux acheteurs, car la jurisprudence montre que la consommation de tels objets est le premier pas vers des actes pédocriminels. Et pour cause, ce type d'objet, on l'a déjà vu, notamment au domicile de Joël Le Squarnec, cet ancien chirurgien reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement près de 300 victimes, pour la plupart des enfants. Il a été condamné à 20 ans de prison en mai dernier, pour rappel. Ce mardi, Quentin Ruffa, le porte-parole de Shein France, a tenté d'éteindre l'incendie. Il s'est exprimé au micro de RMC. Nous serons en totale transparence avec la justice. S'ils nous demandent une telle chose, nous le ferons. Vous êtes prêt à collaborer avec la justice? Nous collaborerons à 100% avec la justice. Depuis des années, le géant chinois enchaîne les scandales, tous plus vertigineux les uns que les autres. D'abord, l'environnement, avec ses vêtements jetables de mauvaise qualité et presque à usage unique. Shein pollue la planète à grande échelle, mais la marque n'empoisonne pas que la terre, elle empoisonne aussi les consommateurs. Plusieurs analyses ont révélé la présence de substances toxiques, cancérogènes et mutagènes dans ces vêtements.
Dans sa dernière étude, l'UFC Que Choisir a évalué des dizaines de produits provenant de la plateforme, ainsi que de ceux de sa concurrente Temu. Elle en a tiré la sonnette d'alarme. 69% des produits testés ne répondent pas aux normes en vigueur dans l'Union européenne et 57% font courir un risque réel d'intoxication, d'allergie, d'étouffement, de brûlure ou d'incendie à leurs utilisateurs. Et puis bien sûr, il y a les conditions de travail qui émanent de ces prix cassés. En 2021, l'ONG Publicaille a révélé que les employés de l'un des principaux entrepôts de Chine travaillaient 12 heures par jour jusqu'à 28 jours par mois, des horaires illégaux, même selon le droit chinois. Dans les usines, c'est encore pire. Certains ouvriers enchaînent jusqu'à 18 heures par jour et voient leur salaire amputé des 2/3 à la moindre erreur. Des conditions tout bonnement inhumaines derrière une marque qui continue pourtant d'inonder le monde de ses produits à prix cassés. Et derrière ces polémiques nombreuses, le succès de Shein est indéniable. Son chiffre d'affaires est en progression constante, mais la marque, née en 2013, connaît une ascension fulgurante ces dernières années. Rien qu'entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires passe du simple au double. En 3 ans à peine, il grimpe de 900% pour atteindre un bénéfice record de 2 milliards de dollars en 2024 selon le Financial Times. Et la France ne fait pas exception. En seulement 5 ans de présence dans l'Hexagone, Shein est devenu le site de mode préféré des Français, celui où ils ont le plus dépensé en 2024. Avec ses prix cassés, ses modèles ultra tendance et son large choix de taille, Shein a des arguments difficilement concurrençables. La marque s'adresse à tous les publics, adolescents, jeunes adultes, grande taille, femmes, hommes, enfants. Tout le monde peut y trouver son compte. En quelques clics, les consommateurs ont accès à des milliers d'articles à moins de 10 €, livrés gratuitement, souvent en quelques jours seulement. Ce modèle du tout de suite et pour rien a littéralement bouleversé le marché de la mode. Dans un pays où le pouvoir d'achat s'effondre, Shein apparaît bien souvent comme une solution miracle, de la nouveauté permanente, des prix imbattables et une impression de mode accessible à tous. Mais derrière cette promesse se cache une spirale de surconsommation. On achète plus souvent et on jette plus vite, parfois même au détriment de sa propre santé, comme on l'a vu précédemment. Une illusion de pouvoir d'achat qui finit par coûter cher aux consommateurs et à la planète. Et ce succès, il fait peur aux autres enseignes françaises qui ne peuvent évidemment rivaliser. D'ailleurs, en France, l'implantation de la marque est souvent synonyme de levée de bouclier. Le BHV en est le parfait exemple. L'ouverture prochaine d'un espace Shein dans le grand magasin parisien n'en finit plus de défrayer la chronique. Pour l'instant, la firme ne s'était contentée que de quelques magasins physiques éphémères, au succès néanmoins fulgurant, il faut bien le reconnaître, avec des files d'attente immenses pour pouvoir y accéder. Pour la première fois, l'enseigne Shein compte s'offrir un magasin permanent de 1000 mètres carrés. C'est une première mondiale et ce sera donc en plein cœur de Paris, au BHV. L'ouverture est prévue pour ce mercredi 5 novembre, mais elle ne se fait pas sans remous. Plusieurs marques partenaires ont rompu leur contrat avec le BHV, refusant de s'associer à l'enseigne chinoise. C'est notamment le cas de Disneyland Paris, qui a annulé un partenariat majeur qui prévoyait l'ouverture d'une boutique éphémère et la décoration de toutes les vitrines du magasin pour Noël. Et ce ne sont pas seulement les marques qui s'indignent. Plusieurs salariés du BHV ont également exprimé leur mécontentement et leur inquiétude face à l'arrivée de Shein. De nombreuses mobilisations ont eu lieu et même le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin monte au créneau. Yann Rivoilan ne mâche pas ses mots à propos de l'enseigne chinoise, mais aussi à propos de Frédéric Merlin, le patron du BHV. On l'écoute. En fait, c'est un génie magnifique qui a décidé de s'associer avec la marque de la honte et qui a décidé de trahir la France, clairement en travaillant avec eux. Soit c'est quelqu'un d'une profonde incompétence qui ne sait pas gérer ses magasins. Je partirais plutôt dans cette direction parce que quand on voit les dizaines de marques qui sont parties, si on fait un tour tout à l'heure, en fait,
au BHV, on verra en fait partout les allées vides. Il n'y a plus de magasins, il n'y a plus toutes les grandes boutiques justement qui vendaient ces produits. Donc, il est en train de tuer le BHV petit à petit pour justement désormais les donner aux Chinois, les donner à Chine. Malgré la polémique autour des poupées, la direction du BHV ne recule pas. L'ouverture du magasin est confirmée pour demain. Shein espère d'ailleurs que cette première boutique pérenne ne sera pas la dernière. La marque prévoit déjà 5 autres magasins en France, dans les galeries Lafayette de Grenoble, Reims, Dijon, Limoges et Angers, toutes détenues par le groupe SGM de Frédéric Merlin. Mais le groupe Galeries Lafayette, quant à lui, opposé à l'arrivée de Shein, contre-attaque. Le partenariat est rompu et ces 7 magasins devront changer de nom très prochainement. Shein ne secoue pas que le monde des affaires. Côté politique aussi, on commence à gronder. L'implantation parisienne a déjà suscité de nombreuses réactions, comme celle du ministre du Commerce, Serge Papin, qui a dénoncé un mauvais signal, ou encore Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a exprimé sa profonde inquiétude. Mais depuis le scandale des poupées, certains demandent carrément l'interdiction de la marque sur le territoire. Le premier à avoir lancé l'idée n'est autre que Roland Lescure, le ministre de l'économie. Il avait néanmoins conditionné cette interdiction en cas de renouvellement de la vente des poupées sexuelles. Mais l'idée, à elle, fait son chemin. Laurent Wauquiez, le chef de file des députés de la droite républicaine, l'a d'ailleurs appelé de ses voeux. Il faut imposer le Made in France, écrit-il sur X, à la fois pour défendre nos entreprises et nos valeurs. Mais alors, Shein est un bon bouc émissaire. Parfois, il sert d'arbre qui cache la forêt. Certains l'accusent d'être responsable de tous les plans sociaux dans l'industrie de la mode en France. Mais la réalité est un peu plus nuancée, à en croire notamment Élodie Ferrier de la CGT Commerce. Elle était l'invitée sur le plateau du JDL jeudi dernier. Par rapport aux licenciements qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est pas l'arrivée de Shein qui va accentuer encore plus ce phénomène-là, puisque en fait, ça existe depuis des années. Ça fait des années que dans le secteur, ils licencient et ils ont trouvé, on va dire, cette faille de toucher toutes ces aides publiques et d'utiliser l'argent pour ensuite créer des licenciements et toujours pour profiter toujours aux actionnaires. Donc, c'est pas avec cette arrivée-là de cette enseigne que ça va changer. Le scandale des poupées sexuelles sur Shein n'est pas un incident isolé, c'est en fait un révélateur du capitalisme poussé à l'extrême. En franchissant l'ultime ligne rouge, la marque chinoise expose tout ce que le profit peut justifier au détriment de l'éthique, de la loi et même de l'humanité. Derrière les plateformes et les bilans mirobolants, ce sont nos valeurs les plus fondamentales qui sont mises à l'épreuve. Exploitation, surconsommation, impunité, ce scandale montre à quel point le système actuel permet aux géants du commerce de tout faire pour gagner sans limite, sans contrôle et surtout sans remords. C'est un rappel brutal. Un capitalisme sans frontières finit toujours par franchir les lignes rouges et les conséquences retombent sur ceux qui n'ont aucun pouvoir pour se défendre. Shein n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ce scandale, c'est tout un système qui vacille, celui où le profit prime sur tout, même sur l'éthique la plus élémentaire. Alors que les discussions autour du projet de loi de finances sont en pause jusqu'au 12 novembre, l'examen du budget de la Sécu, le PLFSS, débutait cet après-midi. C'est dans ce texte que figurent plusieurs mesures phares sur lesquelles les différents bords devront se mettre d'accord en quelques jours. Parmi elles, la fameuse question de la réforme des retraites, mais d'autres mesures suscitent l'inquiétude des députés de gauche, comme la limitation du premier arrêt de travail à 15 jours, le doublement des franchises médicales ou encore le gel des prestations sociales, soit l'absence de revalorisation des aides comme le RSA ou les allocations familiales. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ores et déjà annoncé en catastrophe son annulation. Dans un entretien accordé à Ouest France, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, s'est défendue. Selon elle, ce budget n'est pas un budget d'austérité. Sous couvert de responsabilisation et de maîtrise des dépenses, le gouvernement s'apprête une nouvelle fois à faire peser l'effort sur les plus précaires. Pour le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, ce budget
budget est socialement injuste. Le budget de l'État, évidemment que je le combats. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans ce budget, parce que personne n'en a parlé pour l'instant, il y a une mesure qui vise à diviser par 2 la prime de Noël. La prime de Noël, c'est la prime qui est versée aux personnes qui sont allocataires du RSA, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la plus grande situation de précarité. On leur verse pas des millions, on leur donne 150 € au moment de Noël pour pouvoir acheter des cadeaux pour leurs enfants ou pour leurs neveux. Et ceux qui n'ont pas d'enfants n'auraient plus cette prime. Mais c'est ignoble. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils pourront plus donner un coup de main à leurs neveux, à leurs nièces, venir en famille, même s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont une famille quand même. Et voilà, c'est sur ces gens-là qu'on va faire des économies. Pardon, non, je vais pas voter ce budget et je vais faire le maximum pour le combattre et pour l'empêcher. Je l'ai empêché parce qu'il est injuste socialement. Et vous voulez quoi, que le gouvernement passe par ordonnance? C'est quoi le but? Non, mais moi je veux changer d'orientation économique. Je veux la bifurcation économique parce que non seulement ce budget il est injuste d'un point de vue social, mais en plus il nous amène dans le mur d'un point de vue économique. On aurait pu dire à Monsieur Haguillon, vous savez que le budget, les prévisions de l'Observatoire français des conjectures économiques, c'est que ça va diviser la croissance du pays par 2 l'année prochaine. Pour une raison simple, c'est que si votre budget, c'est un budget qui se traduit par des baisses du pouvoir d'achat et des coupes dans la dépense publique, mais à la fin, c'est la machine économique qui se grippe. Il faut faire précisément l'inverse. Il faut avoir une politique de bifurcation et une politique de relance écologique et sociale. Donc il nous amène dans le mur. Madame Montchalin dit, vous voulez faire dérailler le budget, mais elle est en train de faire dérailler le pays. Donc pardon, excusez-moi de défendre mon pays et de faire en sorte qu'il puisse s'orienter d'une manière différente. Le Parti socialiste dénonce quant à lui un budget injuste et antisocial, lui qui avait refusé la censure en choisissant l'option du compromis. Le gouvernement semble une nouvelle fois plus frileux lorsqu'il s'agit de taper sur les grandes fortunes plutôt que sur les précaires. Interrogé sur France Inter à ce sujet, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Forandou, s'est défendu sur ce sujet. C'était ce matin, on l'écoute. Il faut aussi bien se rendre compte que l'État français a été très généreux, et tant mieux. Il y a eu une époque de générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage. Et là, c'est le débat. Quelles sont les priorités? Comment on cible? Mais il faut accepter cette idée que peut-être la générosité qu'on a connue pendant des décennies est peut-être arrivée à son terme. Les élus ont jusqu'à dimanche pour se prononcer sur les 2483 amendements déposés sur un texte qui comprend à la fois les recettes et les dépenses. C'est une révélation signée L'Empire, un livre enquête sur le milieu du rap qui vient de paraître aux éditions Flammarion. On y découvre que quelques mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, certains proches de Brigitte Macron auraient tenté d'empêcher la participation d'Aya Nakamura. Motif, l'artiste plusieurs fois récompensé n'aurait pas été jugé convenable pour représenter la France devant le monde entier. Comprenez sans doute trop vulgaire, trop populaire, que sais-je. Selon les auteurs de l'enquête, les réseaux de Brigitte Macron et d'Hélène Mercier-Arnaud, l'épouse du patron de LVMH, ont pesé dans les discussions artistiques. Le nom de Gims aurait été même avancé pour remplacer Aya, mais le metteur en scène Thomas Joly s'y est opposé. C'est alors qu'une fuite organisée dans la presse a eu lieu. Des proches de Brigitte Macron affirment alors à plusieurs journalistes parisiens qu'Aya chantera Édith Piaf. La rumeur met le feu aux poudres et l'objectif évidemment rempli, du moins partiellement. Sur les plateaux des médias, des milliardaires, la machine s'emballe. Extrême droite, chroniqueurs et commentateurs dénoncent un affront à l'identité française. Racisme, sexisme et évidemment mépris de classe se mêlent dans un déchaînement qui en dit long sur l'état du débat public. Mais la tentative de sabotage tourne court. Le 26 juillet 2024, Aya Nakamura triomphe sur le Pont des Arts devant plus de 31 millions de téléspectateurs. Et ironie du sort, Emmanuel Macron s'empresse de récupérer le succès sur les réseaux sociaux pendant que Brigitte Macron invite la chanteuse à l'opération Piège jaune 2025. On passe à l'international maintenant. New York élit aujourd'hui, mardi 4 novembre, son nouveau maire. Et le favori des sondages est Zoran Mamdani, 34 ans, musulman d'origine indienne. Il est issu de la gauche du Parti démocrate et surtout un farouche opposant à Donald Trump. Il a remporté la primaire démocrate presque par surprise, mais son programme séduit. Il veut rendre la ville plus abordable en créant des logements au loyer encadré, des
des bus et des crèches gratuites et surtout taxer les plus riches, ce qui ne plaît pas du tout à Wall Street, le quartier des affaires de New York. Les patrons de la finance et autres milliardaires ont dépensé jusqu'à 22 millions de dollars pour essayer de contrer le socialiste démocrate. Zoran Mamdani est aussi un soutien indéfectible de la Palestine, ce qui lui a valu des critiques de la part des républicains, mais aussi des membres de son propre parti. Zoran serait, je cite, un musulman qui hait les juifs, selon Elise Stefanik, la représentante républicaine de New York, qui n'a pas hésité à le traiter de suppôt du terrorisme. Le candidat républicain à la mairie de New York, Curtis Sliwa, a de son côté crié à la menace pour la sécurité. Du côté démocrate, Cuomo, principal adversaire de Mamdani, a déclaré avoir créé en 2024 une organisation pour combattre l'antisémitisme, lui permettant de faire de ce thème l'enjeu central de sa campagne en dépeignant Mamdani comme une menace pour la communauté juive. Et Donald Trump, dans tout ça, dans un ultime coup de pression, le président américain a apporté son soutien à l'adversaire de Zoran Mamdani et menacé les électeurs de supprimer les fonds fédéraux alloués à leur ville. Alors réponse dans quelques heures. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média a été auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Et aujourd'hui, 2 nouveaux canaux se libèrent, à la fois sur la TNT nationale et sur la TNT francilienne, avec ses 12 millions de téléspectateurs potentiels. Alors le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Et si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. Et si vous voulez nous aider à produire une information libre et indépendante, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet ou simplement à parler de nous autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.